The Rap Science. C'est pas de la magie, c'est de la science. Rap Science, a podcast produced by The Spot Geneva. Rap Science, on est de retour. Rap Science, deuxième épisode déjà. On rappelle un petit peu le concept, Thibaut? Ouais, exactement. Yes, Rap Science, c'est une façon d'analyser. Là, on est dans un labo et on est. T'as sorti les éprouvettes, Nick? À fond, j'ai le Bug Bunzen qui est prêt, j'ai le Pyrex sur la table. Exactement. On va whip. C'est ça, c'est exactement La petite ça. formule. Le but, c'est de décoder un petit peu tout ce qui se passe dans le rap et aller chercher, trouver des réponses sur différents phénomènes. Et le thème d'aujourd'hui, on va commencer par l'appeler la renaissance du rap underground. Alors déjà, pour commencer, on va peut-être faire un petit tour de table pour savoir qui y a autour de la table. Donc les mêmes que la dernière fois, Nick, Thibaut aussi. Et là, on a un nouvel invité, on peut dire ça comme ça. Comment on te présente? Spectre. Ouais, le Spectre, ouais. Le Spectre. Ouais, c'est... Un petit peu de background. C'est mon gars, j'ai ramené mon sauce à 3 lettres, Voilà. SPE. On était dans un groupe ensemble pendant plus de 10 piges. Donc on tourne ensemble depuis des années. D'ailleurs, j'ai trouvé un disque chez JD là. Il Lequel? le brade en ce moment là. Et ta science Tu à sais- toi, le Spectre, c'est quoi un peu? Alors moi, mon background, c'est vraiment boom bap. Et j'ai vraiment grandi avec ça, vraiment New York shit, tout ça. Et puis le gars qu'on définit comme le sale puriste. D'accord. Le vieux puriste. Le vieux puriste. Et voilà, j'aime les trucs sales, les trucs rues, etc. Ce qui m'amène aujourd'hui chez vous, quoi. Donc les trucs du Sud, les trucs de l'Ouest, c'est pas trop ton truc, il y a des exceptions ou pas? Ouais, c'est mon truc. Non, West Coast, ça va. West Coast, mais c'est vrai que le Dirty South, toutes ces choses, c'est pas, ça me touche pas, ça me fait pas vibrer. Ok, alors vas-y, on peut retourner à la question parce que c'est déjà. J'ai envie de démarrer, mec. T'as envie de démarrer? J'ai envie de démarrer parce que dans Renaissance, ça annonce une mort. Alors déjà, et on parle de l'underground. Là, on va spécifier un peu parce que je trouve bien qu'on soit sur New York. Après, on pourra évidemment se décaler. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mec? Si on parle de Renaissance, ça veut dire qu'on parle de mort. Donc, qui est mort et à quel moment, tu vois? À quel moment l'underground n'est plus... Moi, je vais te dire, ayant été DJ dans les années 90, en achetant des scuds, le gold era du rap underground, des white labels, des labels indépendants, c'est 96, 97. À partir de 98, ça commence à réellement se calmer. Avec quoi? Avec la fin des sorties de tout ce qu'on écoutait qui était grimy et l'arrivée de tout ce qui est compo synthé. Et le game qui petit à petit change, rentre réellement dans les clubs, génère de l'argent et petit à petit les mecs veulent s'orienter vers ça parce qu'ils voyaient d'autres mecs réussir et s'en mettre plein les poches. Faire du rap pour faire du rap, des galettes, et puis rester dans la rue et vendre du crack, au bout d'un moment, ça a dû les fatiguer, alors que d'autres mecs devenaient millionnaires. Ok, donc en fait, ce que tu dis, c'est par tout simplement la proposition de disques que tu constates... L'industrie, des labels qui signent des artistes qui sont bankable. Ouais, puis bon, avec l'arrivée du streaming aussi... Ouais, là, on est avant le streaming. Mais clairement, l'arrivée de Swiss, de Timbo... Rockefeller et tout ça, dès que le rap rentre en club et en playlist à la radio et commence à générer réellement de l'argent... Avec le champagne et les bubbles. Voilà. Les bubbles. Voilà. Les bubbles. Voilà. On voit au niveau des ventes et tout ça, clairement, les mecs struggle et la profusion de créativité au niveau du rap underground new-yorkais chute. Mais par exemple, on peut parler de Benny Siegel, on peut parler de Freeway. Ouais, ça s'est arrêté quand? Oui, mais ils ont quand même été portés. Oui. Genre Black Robe, il a été porté aussi par Bad Boy, alors qu'à côté... Ils ont essayé de s'approprier, je pense, pour avoir ce côté legit et cet aspect très street, d'aller chercher des artistes comme ça, mais ils se sont rendus compte que soit les mecs faisaient le sacrifice d'abandonner leurs affaires pour rentrer réellement dans l'industrie et se concentrer, soit s'ils continuaient à faire des allers-retours au placard et il y avait des shout-outs et tout ça, et ils se sont débarrassés d'eux. Parce que Jay-Z ne va pas toute sa vie donner des opportunités à des mecs
qui continuent de vendre de la dope et puis qui s'élèvent pas. Il l'a dit, je l'ai entendu dans une interview. Il disait, je suis là pour faire une passe, je te donne une chance. Si tu n'arrives pas, toi, à la prendre et à capitaliser là-dessus, pour devenir un artiste à part entière qui arrive à faire des disques et à gagner ta vie, et que tu veux rester dans les affaires de merde, il ne va pas insister. Et petit à petit, ces mecs se sont fait mettre de côté. Ils sont partis de Rockefeller et State Property. Et puis, je dirais aussi que ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné... Bon, on a parlé de MF Doom la dernière fois, puis de l'histoire de la bifurcation entre le son organique et puis le son plus synthétique dont tu parles, tu vois, plus l'image, plus le glamour, plus le champagne, les labels, les sorties, plutôt que tout ce qui est... C'est clair que même sonoriquement, à un moment donné, le boom bap, bah, il en a pris une claque, quoi. Il a pris une grosse claque. Je veux dire, toi, Spec, avant tu disais que, t'es vraiment un fan de boom bap. Je veux dire, à un moment donné, est-ce que tu as senti ce virement ou pas? Tu le définirais quand? Ouais, à peu près dans les mêmes années qu'il a dit, juste un peu avant 2000, il y a eu comme une sorte de perte d'identité où à l'époque, quand c'était du West Coast, t'entendais tout de suite c'était du West Coast. Quand ça venait de New York ou de Philly, t'entendais les différences. Et puis ouais, du coup, avec les passages radio et tout, je pense que les artistes, comme il dit, qui doivent être bankable, se sont auto-formatés à ce format radio. Et puis c'est vrai que quand tu écoutes un peu cette nouvelle génération, tu as l'impression que tu sais plus qui vient d'où, en fait. Il n'y a plus un truc qui t'identifie par rapport à tes racines, par rapport à d'où tu viens, quoi. Donc ouais, je pense qu'aussi à partir dans les années 2000, ça a commencé à... Après, on en parlera après, mais il y a l'underground qui a toujours travaillé dans l'ombre. Mais ouais. Clairement, les labels des 90s indépendants qui sortaient ce genre de disques, on a vu les productions diminuer de manière importante, que ce soit, je sais pas, on parlait la dernière fois Fondolem, Dolo, de Stretch Armstrong, Correct. Regarde même ce que faisait Primo. Ouais. À partir des années 2000, tout a commencé à diminuer. Les artistes avec lesquels ils bossaient devaient sortir leurs albums produits par d'autres mecs qui faisaient un flop direct, parce que tenir la barre après avoir eu un album produit par Primo, pas évident. Gros challenge. Et puis, on a vu beaucoup d'artistes commencer à manger des cailloux et certains devenir aigris et puis lâcher l'affaire, parce que ça, tu sais, un paix dans l'eau, tu fais un disque, plus personne n'en veut. La tendance, les sonorités sont en train de complètement changer pour être arrivé aujourd'hui, en 2020, et on voit qu'est-ce qui domine le rap. Mais justement, alors déjà, est-ce qu'on peut définir un peu l'underground? Parce que Underground will live forever, baby. le rap a commencé, c'était underground. Ouais. On est d'accord. À quel moment il y a eu un rap plus underground? À quel moment, donc là, on a cité une période, on va dire 96, 97, 98. Ce sera à peu près là qu'on peut se dire qu'il y a eu un rap qui a passé une étape. Ouais. Et C'est le génie de Puff Daddy, le génie marketing, de transformer un son qui est à la base. Tu regardes sur le premier album de Biggie, la moitié, c'est grimy, street, c'est sale, produit par Buck Wild, Lord Finesse, Easy Moby. L'autre moitié, il a dit fuck it, on veut vendre ce disque, on va sampler des boucles 80s qui sont dans la tête des gens. Il a son team, comment il s'appelle, Hitmakers. Il fait bosser les mecs, des sons beaucoup plus bateaux, mais beaucoup plus accessibles dance floor. Et c'est ça qui met Biggie au devant de la scène. Après, c'est livré sur un plateau d'argent. Il amène Greg Mack, ça marche tout de suite. Et puis tous les artistes qui suivent. Je pense que la transition, elle s'est faite à ce moment-là. Il n'y aurait pas eu Puffy, le game, il serait peut-être arrivé, mais pas aussi vite. Après, il y a Jermaine Dupri, il y a Swissbeat qui emboîte, Timbo, et puis il y a une effervescence qui se fait à ce niveau-là. Et ça y est, on fait des disques, maintenant, ils se vendent. On a crossover, on n'est plus démographique pour les Renois, Ghetto Youth et tout ça. Ça s'ouvre à tout. Ouais. Le public s'élargit d'un seul coup. Puis je dirais que le South est venu emboîter le pas, Exact. en fait. Le ringtone rap, À fond. Les Lil Jon le et mambo tout ça. rap, et puis la vague de Master P. mais ça, à la limite, c'était presque de Un peu base plus tard. Ouais, mais c'était carrément plus underground que le rap boom bap underground qu'on écoutait de New York, étant donné que celui-là était quand même grave mis en avant. Je dis, si on prend le truc, par exemple, un bootcamp. Un bootcamp, c'est passé très vite, c'est arrivé chez nous. On l'a écouté presque avant, justement, tout ce qui se faisait dans le South. Et ce qui est assez intéressant, c'est que
au final, ce son qui est devenu ultra Prominent. Ouais, puis on va arriver à la trappe. Ouais. Genre, ce son qui est leader du marché actuellement, eh ben, c'était de l'underground du sud de l'époque, quoi. Ça, c'était très régional, mais là, par exemple, si on peut parler du sud, c'est clairement Master P, Lil Jon et comment ça s'appelle le Jay Prince et tout ça qui ont mis ça au niveau national et après international, parce que c'était orienté dance floor. À la base, eux, ils faisaient de la musique pour les strip clubs. Et c'est là qu'ils amenaient leur mixtape, leur démo. Et si les meufs remuaient et que ça bougeait bien, ils savaient qu'ils avaient quelque chose entre les mains. Et ça s'est très vite... un truc qui fait danser une stripteaseuse va faire danser une meuf sur un dance floor. Donc, je pense qu'on peut parler de renaissance, ou pas? Totalement, parce qu'il y a clairement eu une période maigre. Mais De 2000 à 2010, on bouffait des cailloux. Il y a eu une scène alternative, mais qui était plus backpack. Voilà. Il y a eu du boom bap. est-ce pendant qu'on toutes a ces années. vous avez des références à donner justement de cette période, ceux qui ont maintenu l'underground entre 2005 et genre 2010? Underground will live forever, baby. Bah, MF Doom, on en a parlé la dernière MF fois. Doom qui est toujours resté sur lancé. Puis même, comme tu disais, Bootcamp, ils n'ont pas arrêté. Sean Price, il n'a pas arrêté de sortir des albums. Il y a Sean tout- P, il a porté New York sur ses épaules pendant toutes ces années. Ouais. Mobb Ouais. Deep ont essayé de continuer, M.O.P., Busta, même s'ils étaient déjà, ils avaient crossover et puis ils s'adressaient à un plus grand public. Puis après, il y a eu des groupes émergents de différentes régions américaines, People Under the Stairs. Il y a eu Alchemist aussi qui commençait un petit peu Aussi. sa carrière durant cette période-là. Le Queens a maintenu aussi le rap grimy et les loops et tout ça pendant toutes ces années. Ouais, mais là, on peut vraiment parler de vache maigre, comme tu dis. Parce Oui. que même si ces gens-là apportaient un petit peu ce style de rap, ils lui gardaient une certaine vie, mais ils n'avaient aucune visibilité, quoi. Ils maintenaient la mèche allumée, si tu veux, Voilà. comme les hommes des cavernes qui gardent le bâton. On maintenait la flamme pour pas que ça s'éteigne, mais ça n'avait en aucun cas l'effervescence ou la productivité et l'impact que ça a repris aujourd'hui depuis quelques années. Ouais, mais je pense que Thibaut, il continue à poser une question, et je comprends pourquoi tu la poses. Qu'en fait, c'est la définition même du style de musique dont on parle. Parce que entre 90 et 98, ce style de musique, on arrive à le définir comme la old school ou le boom bap rap. Mais je pense que ce qui est mort entre 2000 ou 2010, ou qui a survécu par petit feu, Le sample. c'est vraiment les dirty loops, tu vois, les fly loops, le digging, tout cet esprit de looping, et puis aussi de lyrics, quoi. Parce que pendant un moment, les lyrics, ils étaient plus importants. Ce qui était important, c'était les hooks. Ce qui était important, c'était justement qu'est-ce qui allait faire que it was gonna pop, que les gens, ils allaient vraiment acheter le disque. Et c'est ça qui a disparu entre 2000 et 2010. C'est vraiment tout cet esprit qui faisait le centre du rap, c'est-à-dire un mec qui te spit dans le micro jusqu'à te faire la chair de poule partout sur fond. l'avant-bras, et puis avec ça accompagné derrière un joli loop et un joli beat. Et je pense que 2000-2010, c'était vraiment les vaches maigres pour ce style de rap-là. Complètement. C'est comme si pendant 10 piges, on avait servi de la soupe et tous les hip-hop heads, les fiends, justement, les mecs qui aiment quand ça kick, quand le beat, il te fait des frissons et tout ça, tous ces mecs, ils en ont eu tellement ras la casquette que d'un seul coup, ils ont dit on va revenir, mais maintenant, fuck it. On va juste cracher. On prend le mic, c'est comme si on rentre en cypher, on envoie des 16 et on rappe. Il n'y a plus de hook. Il n'y a même pas besoin de mettre un beat, un kick, un snare. Mets-moi une loupe et je vais te montrer que je sais rapper. Tellement les mecs en ont eu marre d'entendre des gars devenir faire des millions de streams et faire des ventes, alors qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. C'est du gimmick et puis c'est du mumble. Et il y a toute une scène alternative de mecs qui écrivent, qui tapent les pads et qui font des efforts de rapper fort, et puis qu'on dit on va vous montrer, on revient et on va rapper pur et dur, sans fioriture. Qui est le premier à revenir qui a le track, l'anthem de ce que tu dis? Qui porte pas le une- drapeau devant? Il n'y a pas un mec en particulier. Il y a New York qui a maintenu la scène, je pense, pendant ces années, depuis 2010, avec des mecs comme Action Bronson, Mayhem Lauren, Joey Badass, Pro Era, Masta Ace qui a maintenu son catalogue et puis ses performances pendant toute cette période. Les mecs ont continué à rapper. La nouvelle scène qu'on voit arriver, émergente, et qui redémarre et qui relance toute l'effervescence,
Elle a commencé il y a 5-6 ans avec Griselda. Tu dirais pas que c'est un peu Rock Marciano quand même, Rock Marciano a maintenu le truc, porteur de drapeau? mais C'est celui qui a donné l'étincelle, qui a fait si, que... parce qu'en 2010, quand il sort, je ne sais plus si c'est Mark Berg ou Empire Strikes Back, c'est un des premiers à poser sur des drumless beats et avoir ce delivery, ce flow qui est presque du parler, comment on appelle ça, c'est presque du gospel rap, tu vois ce que je veux dire. Et, mais ça marchait pas, ça restait très, très alternatif et dans l'ombre. Mais il a influencé des mecs. Ce qui a fait le déclic, je pense, c'est l'arrivée de l'association de l'image combinée à ce style de rap et qui a tapé au bon moment. C'était comme d'enfoncer le clou quand West Side Gun, Conway sont arrivés au devant de la scène. Quelle image? Tu parles d'image, mais... L'association de l'image, des artworks, de faire en sorte qu'un disque s'apparente à une œuvre d'art. Qui crée d'un seul coup, et puis l'image que tu véhicules, la façon dont tu te sapes et tout ce que tu mets en avant dans tes clips, le visuel. Ce que faisait pas Rock Marcy, par exemple. Il s'est concentré sur le son, mais il n'y avait pas tellement de visuel qui accompagnait sa musique. Donc tu dis que la stratégie, quelque part, marketing, a changé. Ouais. Et c'est cette nouvelle stratégie qui a fait renaître le mouvement underground. Ouais, mais je sais pas si on peut parler de stratégie marketing, parce que c'était complètement organique, en fait. Il y a eu... c'est pour ça, bon, après, on essaye d'analyser l'étincelle qui a fait que ça a créé un engouement. Mais il y a eu une étincelle qui a recréé un engouement. Et pour moi, cette étincelle, c'est vraiment un son très particulier. Et tu as dit tout à l'heure, Nico, un terme très précis, c'est drumless loop. Et en fait, la différence, il y a quand même une innovation, c'est que New York était trop fier de ses beats boom bap, tu vois, je veux dire, c'était tellement, ça définissait tellement l'ADN de l'underground rap de New York que les gars, les anciens, ils ont eu du mal à switcher, tu vois, les Primo, les Pete Rock, les Lord Finesse, comme tu dis. Pour eux, c'était vraiment la base. Tu avais ça, tu avais le boom bap et le flow du rappeur par-dessus. Ou pas, parce qu'il y a eu certains projets instrumentaux entre 2000 et 2010, justement, qui ont passablement marché, en fait. Les Pete Instrumentals, ils sont arrivés très tard dans les années 90, début 2000 aussi, avec BBE. Mais le drumless loop, ça, c'était une mini-innovation, en fait. Totalement. Et puis, je dirais que le deuxième truc, Thibaut, c'est... il y a un côté avant qu'on parle des artworks, il y a un côté cinématographique. En fait, les gars, ils ont été chercher des loops de soundtrack de films, des films, que ce soit des films de drogue ou des films d'horreur ou des films comme ça. Et je pense que l'association d'un truc qui reste assez lent, parce que aussi ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le rap, il a commencé à appeal sur des BPM super bas, entre 2000 et 2010. Et en fait, le fait que le rap underground dont on parle aujourd'hui et dont on a défini faire partie de la Renaissance, s'aligne à ce BPM, mais toujours en utilisant les loops et en introduisant ce côté cinématographique, et en plus de ça, en posant par-dessus des flows qui sont méchants, on fait que ça a recommencé à plaire, je pense. Mais après, il y a toute une construction d'image, effectivement, parce que tous ces mecs-là sont issus... Je veux dire, je ne sais pas si vous voulez emboîter le pas directement sur du Griselda avec l'histoire de Conway et Westside, mais ces mecs-là sont vraiment issus de la street et ils ont une vie et une histoire qui est quand même assez lourde, quoi. Mais si tu veux, le catalogue, je pense, parce qu'il faut se dire aussi que ça fait 25 piges qu'on écume le répertoire jazz, soul, traditionnel dans lequel on va chercher des boucles, et on commence à en avoir fait le tour. Donc les mecs, différents producteurs, vont chercher d'autres sources, des musiques plus ethniques, des BO de films, différentes ambiances. Et il y a aussi ce désir de casser la structure traditionnelle du boom bap pour en revenir. Ça reste... On a tous réagi comme ça en écoutant les sons dans les années 90. Tu réagis d'abord à la boucle, le rhythm, le kick, et après derrière le mec vient rapper et puis ça rentre ou ça passe ou ça passe pas. Mais ce qui te fait head bop, c'est le beat. Ouais. Aujourd'hui, c'est secondaire. C'est le MC qui délivre la cadence.
Et la boucle derrière, elle est faite pour habiller. Et c'est l'ambiance aussi, l'ambiance de la boucle. Mais ils ont cassé ce truc qui était beaucoup plus structuré et formaté dans le boom bap, qui était un 16 chacun, un loop, un hook, et on recommence. Et puis on a un morceau de 3 minutes et demie. Ça, c'est passé. Il n'y a plus de règles dans le renouveau du rap underground aujourd'hui. Mais je pense que c'est ce que tu dis, c'est juste en fait c'est le côté ambiance. Ouais. Le fait d'avoir justement ces batteries beaucoup plus basses, voire pas de batterie, la boucle elle-même prend beaucoup plus d'ampleur. Et après, il y a le gars qui vient poser dessus et ça crée réellement une ambiance. Je pense que dans les années boom bap, comme disait Nick, t'as vraiment... Ok, t'as la boucle, t'as ce gros boom bap avec ses batteries un peu sales, T'as les new-yorkaises, scratchs voilà. durant le refrain. Et c'est vraiment ça qui te faisait hocher la tête. You know what I'm saying? Maintenant, effectivement, avec ces dirty loops, sans batterie, ou avec même des fois, c'est juste le sample de la batterie du morceau qu'ils ont samplé, en fait, qui est relativement bas, bah, il le tourne d'une façon, et le gars, comment il va poser, où tu hoches la tête autant que sur du boom bap, mais sans avoir cet élément-là, parce que ça prend... L'ambiance du truc prend vraiment de l'ampleur, en fait. Ouais, puis tu t'imagines dans une mission d'aller tuer ton ennemi À fond. à coups de couteau. Ah, mais même pas ton ennemi, en lui arrachant les t'as dents. envie de tuer les gens. Moi, tous les matins, j'écoute du fly shit dans mon casque en allant rien qu'à la gare. Mais à part ça, Ghostface, il l'a pas fait durant toute sa carrière, ça, Exactement, tu fais bien de le mentionner parce que c'était un des seuls à le faire, à être capable d'avoir le flow et le delivery, de rapper sur des drumless beats et des boucles de soul comme ça. Mais peu d'autres s'y aventuraient. C'était un truc qui lui était propre. Et puis, Mais c'est vrai que les Wu-Tang, on peut aussi les considérer comme les parrains de ce style-là. Parce que... on est dans la pure continuité Pure de ce continuité, son ouais. sale, ambiance ténébreuse. Aujourd'hui, je définirais cette musique, Voilà, on y tout est. ce qui sort, c'est une combinaison entre de l'horrorcore et puis le coke rap que pouvait faire The Clips ou comme ça, où le lyrics, le contenu parle que est très crime oriented, il parle de vendre de la dope. Alors ça, c'est intéressant parce que est-ce que c'est possible de faire de l'underground sans passer par ces thèmes-là? Est-ce que Oui, parce qu'il y a eu de l'underground ces 20 dernières années, de backpackers, de mecs qui te parlent de concepts plus ésotériques ou de barbecue ou de chili, mais pas sur ce genre d'ambiance qui est très sombre et qui a une musique que tu écoutes soit en allant commettre un crime, soit en revenant d'avoir commis un crime. Mais il y a eu toujours, tu peux faire bien sûr du boom bap et du rap qui tape underground sans partir dans la trappe, sans avoir des textes où tu racontes, tu t'inventes une vie et ça a existé, ça existera toujours. Mais pour rebondir juste avec l'allusion avec le Wu-Tang, Wu-Tang. justement, cette période me fait penser vraiment à quand le Wu-Tang est arrivé, c'était très puffy, shiny suits, champagne bubble, tout ça. Et t'as le Wu qui a débarqué avec ces mecs super fâchés sur des boucles hyper vénères. Et ben en fait, maintenant, on est en train de revivre ça. Il y a tout ce qui est trap, etc. De nouveau très flashy, sap, tout ça. Et ces gars qui arrivent vraiment avec des trucs super sales. Moi, quand on parle de renaissance, c'est pas vrai. On peut dire que c'est une deuxième renaissance, mais moi, ça me fait vraiment penser à cette période où comme on disait, le rap était vraiment radio, etc. Et le Wu sont arrivés avec un son super sale et ils ont tout défoncé. Parce que le Wu-Tang, voilà, c'est le groupe, je pense qu'il n'y a pas d'autre référence que le Wu. Et en fait, ce que font maintenant tous ces gens qui font du fly shit, Griselda et tout ça, ça me fait vraiment penser à ce que le Wu-Tang a fait à l'époque, quoi, en fait. Ouais. Avec une touche nouvelle au niveau sonique. Quoi, Exact. parce que... Mais vous êtes d'accord avec moi de dire que quand même cette renaissance, elle est assez récente, quoi. Parce que bon, maintenant, je pense qu'on peut... T'es d'accord maintenant qu'on peut parler de renaissance ou pas trop? Ouais. Ou pas complètement. Ah, non. Mais donc on peut tous être d'accord sur le fait qu'il y a une renaissance de cette mouvance-là. Drumless beats, with loops, fly shit, lyrics. Et c'est plutôt concentré à New York. Mais vous êtes d'accord avec moi de dire que c'est quand même assez récent, cette renaissance? Parce que si on parle de renaissance, c'est qu'en fait, accompagné avec cette émergence, il y a un gros succès commercial. Donc, on peut parler d'un truc quand même assez récent. Parce qu'avant, on avait un petit peu saucissonné l'histoire du rap entre 90 et 2000, 2000 à 2010,
Mais même de 2010 à 2015, on peut encore parler de Vache Maigre là, pour ce rap-là basé sur des loops et sur des lyrics, non? C'est 2015 à peu près. C'est 2015, c'est assez récent. Ouais, On parlait même 2015, il y a eu 2015. C'est vraiment 2017 que ça a recommencé à frapper, quoi. Non, mais clair, les gars, ils étaient dans le basement, ils préparaient la chose, ils faisaient leurs petits bouts de chemin, leurs essais, etc. Et effectivement, ça a claqué. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans que vraiment, ça a vraiment pris de l'ampleur. Peut-être un peu plus, ouais, genre. Mais les gars, ils sont là depuis quand même. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils sont en train de rapper, faire des petites scènes, des petits trucs, des machins. Mais maintenant, ça a vraiment pris de l'ampleur. Donc, C'est quand la première fois que tu as entendu, tu as pris conscience de West Side Gun? Je sais pas, il y a 15-5 ans, en voyant un clip de Rock Marcy avec Conway. Et en me dirigeant vers qui sont ces mecs, Buffalo et tout ça, et en partant là-dessus. Et de fil en aiguille, à commencer à m'intéresser à d'autres artistes. Là où je dirais, quand on parle de renaissance et d'un renouveau, une effervescence qui est en train de se passer, c'est pas tellement au niveau commercial. Parce qu'en aucun cas, ces gars, toute cette scène qu'on écoute, génère forcément beaucoup d'argent ou de ventes ou de streams. On parle de renaissance parce qu'il y a réellement une cohésion entre tous ces artistes qui collaborent tous les uns entre les autres, une façon de marketer leurs produits qui est commune à tous, notamment via Instagram, et une productivité. Il y a énormément de projets qui sortent tous les mois, une liste d'acteurs qu'on retrouve au niveau de la conception des fours d'albums, de la production et tout ça. Mais ces mecs ne vont pas concurrencer ce qui se passe aujourd'hui. La trappe a pris le pas et la mainmise sur la musique actuelle urbaine, et ils ne vont pas concurrencer ça. C'est une vibe alternative qui était, comme le disait Alain, dans le basement, qui était vraiment caché et qui s'adressait aux mecs qui voulaient diguer, et fallait vraiment aller chercher loin. Et aujourd'hui, ça reste peut-être difficile d'accès, mais il se passe réellement quelque chose. Mais ça s'adresse en aucun cas, de toute façon, à un public large. Et ça ne va pas prendre le pas, à mon avis, on ne va pas vers ça. On va vers un courant alternatif, mais qui a ses aficionados, ses collectionneurs et les artistes qui en vivent, qui font des scènes et qui sont hyper productifs. Donc ça reste underground. Ça reste underground à mort. Et ça va rester underground. Ça va rester, c'est pas possible. Vu le contenu, regarde ce qui s'est passé avec Griselda. Ils ont signé avec Shady, il ne s'est rien passé. Le contrat, il l'a rendu à la fin de l'année. En bas, il a pu signer merci d'avoir rien fait pour nous. C'était un crossover qui a abouti à rien finalement. Ouais, parce que ça stream quand même, je veux dire, ça vend, ça vend à leur échelle. Il y a du merch, il y a une envolée de prix. Ouais, mais comme ils ont coupé tous les intermédiaires, que ces mecs sont indépendants, s'ils sortent un projet tous les 2-3 mois, ce qui est le cas de la plupart de ces artistes, et qui sortent à 1000 exemplaires, qui sont en association avec un label où ils ont coupé la distribution elle se fait directement via Instagram, sur les pages de ces labels, qui pressent eux-mêmes leurs disques. Ils font moitié-moitié avec l'artiste. Ils sortent 1000 scuds, ça fait $10,000 pour l'artiste, $10,000 pour le label, et on part sur le prochain. Et entre ça, il y a les feats qui sont payés, il y a les tournées. Bon, cette année, c'est difficile, mais il y a les clips, il y a le merch qui va avec. Un artiste qui est productif, il peut avoir un rendement de plusieurs milliers de dollars tous les mois. Ils n'ont pas un lifestyle de ouf. Quand on voit maintenant West Side Gun conduire des grosses voitures, acheter des maisons et tout ça, il est smart, il doit générer son argent d'une autre manière. Il y a les streams, qui bien sûr, la visibilité que lui a apporté Shady, ça doit aider et tout ça. Mais tous ces autres rappeurs dont on va parler, je pense que les mecs struggle. C'est pas une réussite financière énorme, mais ils peuvent vivre du rap. Mais ils étaient tous invités au repas de Jay-Z, là. Ils sont pas tous signés chez Rock Nation Qui ça? En tant qu'agent Toute la scène ou Griselda? Non, Griselda, ouais. Il a pris Benny, West Side Gun et Conway. Il n'a pas El Camino. Il en a pris 3. Quand tu te retrouves à manger avec ces gars, c'est quand même que tu as passé un stade. Clairement, ça t'ouvre des portes. Mais on parle de 3 mecs dans le rap game, dans ce milieu-là. Tous les autres, ils n'ont pas été invités à la table. Oui, mais 3 mecs qui représentent complètement le renouveau, cette renaissance-là. Je veux dire, Conway, on parlait de porte-drapeau. Moi, j'ai presque envie de... Plus que West Side Gun, parce que Conway, c'est écrit sur sa gueule, quoi, qu'il est marqué par la rue et que c'est ce qu'il défend. Il est très honnête vis-à-vis de ça. À mon avis, ça les a pas fait basculer dans le commercial.
Ils n'ont pas changé leur son, ils vendent pas des centaines de milliers de disques, ils n'ont pas des centaines de milliers de streams. Aujourd'hui, Benny... Ils vont pas faire de feat avec Mariah Carey, dis ça. Ça n'arrivera pas. Et Benny... Benny qui est peut-être... Alors, Mariah Carey, Old peut-être pas, Dirty, il a fait un feat avec Mariah Ils Carey. vont pas faire de feat avec Rihanna. Benny qui peut-être veut plus surfer sur cette vague et toucher un plus grand public, il est en train de quitter ce Dirty Loops et tout ça. L'album là qu'il a produit par Hit Boy, c'est beaucoup plus commercial au niveau sonorité, beaucoup plus accessible. Il a envie d'aller vers un plus grand public et d'être le nouveau Jay, le nouveau street hustler qui vend des disques à la 50 et tout ça. Il doit changer son son parce que ce son-là, il n'est pas accessible pour tout le monde. C'est trop sombre. Ça te met dans un mood où si tu es au volant, tu plantes les freins, tu sors et tu te tapes avec le mec qui t'a coupé la route. C'est pas pour tout le monde. Ok. Et tu parlais d'unité dans cette culture-là. Ouais, Ça a toujours été, les quartiers ont toujours été assez bien définis dans New York. ouais. Là, tu dis que ça Là, se mélange. là du c'est coup. open bar. Ouais, Mais tout ce le qu'il monde faut- taffe avec tout le monde. Ouais. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas forcément New York qui a remis ça sur la carte. Ouais, parce que C'est pas la ville de New York en fait. Directamente desde Buffalo. On parle, tu parles de Griselda, et c'est plus upstate, c'est l'État de New York, Buffalo, dans le nord. Et si on parle des autres artistes qui représentent ça, on a Rochester, qui est une ville très active, avec différents artistes comme Eto, Pounds, 38 Special, Dacloth. Et puis, t'as le Canada, qui est très présent, Toronto, avec un crew qui s'appelle BBM, Danielson. On a qui est Jason Eastwood, Cypher Sosé. Et tous ces mecs sont sur tous les albums de chacun. Représentant New York, je pense, tu as Flea Lord aujourd'hui qui représente le Queens, Rome Streets de Brooklyn, qui on a d'autres. Rock Marciano. Rock Marcy de Brooklyn aussi, avec ses compères Knowledge de Pirate et puis K. Mais bon, la dernière fois, tu parlais aussi de God Fahim. Ouais, On peut même associer, à la limite, tous les projets entre Madlib et puis Freddie Gibbs comme faisant partie de cette mouvance ou pas? totalement. Tu vois? Mhm. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a un sorte de centre névralgique autour du state de New York, mais Ouais, c'est la côte Est, parce Mais- que sur la côte Ouest, il y a moins d'artistes. T'as Planète Asia qui collabore beaucoup justement avec toute cette nouvelle scène qui est invitée partout à droite à gauche. So run it, man. Mais bon, tu avais Schoolboy Q, il a toujours défendu aussi un rap très underground. À fond au niveau des sonorités, tout ça, mais il fait pas partie de cette scène, il collabore avec aucun de ses artistes. ouais, puis lui, il a un son quand même un peu plus trap, je trouve, quand Mhm. même, Schoolboy Q. Oui, Ouais, mais ça dépend de ce qu'on cherche. Enfin, si tu regardes les premières mixtapes de Schoolboy Q qui sont arrivées en quoi, 2010 par là, c'était quand même, c'était pas si trap que ça. Hein. Ouais, Ça allait c'est dans tous les possible, hein. sens, quoi. Ça, Et puis ça, lui-même je le connais dit. un peu moins les débuts de Schoolboy Q. Donc, Il a un amour pour Alchemist Alchemist, my favorite producer, and he my friend. qui est très fort. Ils s'entendent super bien. Enfin, tu vois, il produit Ouais. souvent pour ses albums aussi. Mais peut-être justement, je cite Alchemist. Mais en fait, lui, c'est une pièce assez importante de cette renaissance. You know what I'm saying? il a maintenu pendant toutes ces années ce son à sampler, à aller diguer. Lui, il a vécu cette période, cette chute. Enfin, non, il est arrivé, en fait, au moment où il y a eu cette mort de l'underground, comme on en parle. là. Mhm. Et il s'est maintenu et jusqu'à que maintenant, tout se rouvre. Et, C'est un des producteurs traditionnels de l'époque qui collabore aujourd'hui avec cette scène. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mecs, ils sortent des projets comme tu irais faire un tour au marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la mesure où comme ça sonne raw et que c'est pas hyper léché et fini en matière de production et de gros studios et tout ça, tu peux enregistrer dans ta cuisine pratiquement. Les mecs, ils décident de collaborer, de faire des projets. C'est des projets qui sont formatés beaucoup plus courts. Aujourd'hui, tu achètes des scuds, tu t'achètes n'importe quel projet en physique de ces mecs-là, c'est 10 morceaux. Un album de 20 titres, ça n'existe plus. Mais un album comme ça, ils t'en sortent un tous les mois pour les plus productifs et puis un tous les 2-3 mois pour les autres. Et puis c'est à chaque fois en général en collaboration avec un producteur. Et c'est ces mêmes producteurs qui bossent, il y a une dizaine de mecs qui alimentent toutes les sonorités du game. tu peux citer une petite Bah, liste non exhaustive de ces producteurs? Buffalo, on a Daringer,
qui a porté sur ses épaules le son que représente Griselda, mais on a aussi Camouflage Monk, qui fait aussi partie beaucoup de ceux qui ont fourni des beats. Les Canadiens, ils ont Future Wave. Il y a Big Ghost, qui fait des albums exceptionnels. Si vous avez l'occasion, vous pouvez aller écouter Big Ghost, Griselda Ghost, tout ce qu'il a fait avec Crime Apple, Aguardiente. Il fait vraiment du bon truc. On a Jallow Point, 38 Special, qui collabore, qui a monté un label même, qui s'appelle Air Vinyl, qui s'occupe de distribuer beaucoup de tous ces artistes et puis qui fait des beats pour pas mal de monde. Et si tu veux, les go-to producteurs à l'ancienne, avec les mecs, avec ces gars-là, ces jeunes avec qui ils vont aller collaborer, notamment Alchemist quand il est disponible, mais c'est pas évident. Je pense qu'il faut qu'il y ait réellement un feeling avec Alchemist. C'est pas une question de fille, c'est vraiment il a envie de bosser avec toi ou pas. Il y a Muggs, qui est la case par laquelle tu passes si il considère que tu es au niveau et que tu as la possibilité, tu vas faire un projet avec Muggs. Donc DJ Muggs de Cypress Hill. De Cypress Hill, ouais. Et qui était déjà dans ce son-là à l'époque. Ouais, c'est vrai. On est totalement dans la même sonorité que ce que se faisait très horrorcore dans Cypress Hill au début, quoi. Ce qui est marrant, c'est que tu as aussi des vieux de la vieille comme Pete Rock qui ont réussi aussi à s'adapter à ça avec des projets comme avec Smoke DZA ou comme ça. Apollo Brown aussi, qui est très très bon bap à la base. Il a fait un projet aussi avec Planet Asia qui sonne déjà très fly shit, quoi. Donc si on devait donner un petit guide du fly shit à un public pas averti, là, est-ce qu'on a tout couvert ou est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Parce que comment ça se consomme aussi? Est-ce que le public de ce fly shit, ils vont aller acheter des disques ou c'est plutôt du stream ou Non, c'est je un crois que mélange des justement, deux ou... il y a l'aspect physique qui peut contribuer à cette espèce de renaissance parce que les mecs vivent réellement de leur musique parce que quand ils sortent un projet, il est écoulé de manière physique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, là, on a une réelle envie de consommer, d'un retour aux sources, c'est que les labels, maintenant, ils pressent les projets en cassette. Et que les cassettes sont sold out dans les 24 heures où elles sont mises à disposition sur le marché. Donc, D'ailleurs, tu avais une anecdote là l'autre jour sur le dernier projet que Conway a sorti, non? Je crois que... Alors, ils ont fait une repress de From King to God, qui était sorti il y a 2-3 mois. Je ne sais pas la première pressage, combien ils en ont fait. Ils ont dû faire 1000 ou 2010 qui sont tout de suite été sold out, comme tout ce que fait ce bon label qui est Dope Media et qui distribue Griselda. Et là, il y a 10 jours, ils ont repressé From King to God, de nouveau 1000 exemplaires. Et ce qui se passe, c'est que c'est inaccessible. Aujourd'hui, les bots, qui sont les programmes informatiques qui te permettent de cop tout de suite un produit qui est mis en ligne en rentrant l'adresse en 2.2 et puis en raflant tout ce que tu peux de manière en grande quantité, empêche le consommateur lambda de pouvoir acheter le produit. C'est-à-dire que moi, j'y étais quand il est tombé, j'ai réussi à le mettre dans le panier. Le temps que tu rentres ton code postal, le truc est passé en sold out, alors qu'il y avait 1000 produits à disposition. C'est à l'heure H en plus, genre 19 Réellement, heures, ça a mis 30 secondes. Il se passe la même chose aujourd'hui dans le disque et ça dégoûte beaucoup de collectionneurs. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la sneakers? Ouais, parce qu'il y a ça aussi, en fait. Avec ce nouveau mouvement, il redonne goût à voir l'objet. Comme nous, à l'époque, on voulait avoir la cassette pour voir ouvrir le dépliant, le CD, etc. Comme quelqu'un qui aime les livres, qui aime avoir un livre physique et non pas un e-book, bah, ils ont redonné aussi goût à ça, à vraiment avoir l'objet. Bah, typiquement, avant quand Nick vous avez filé les Scuds, tu regardes la pochette, tu sors le vinyle il est différent que juste un vinyle noir, etc. Ils ont aussi vachement ramené ça, en fait. Ce truc de pas consommer quelque chose qui n'est pas physique. Tu dois avoir l'objet, quoi. Et puis les artworks, ils ont de la gueule. Parce que tu voulais déjà aller là, sur le côté artwork Non, je voulais juste, avant d'arriver au artwork, genre, c'est quoi le public, en fait? Parce que toi, tu dis ça, ok. Mais c'est qui les fans? Donne-moi un fan typique qui va acheter ça. Un trentenaire, un mec qui est nostalgique de l'époque où tout ce qui sortait tapait du début à la fin, des bons projets, un mec qui en a plein le cul d'écouter du mumble rap, un gars qui collectionne des disques, un gars qui est amoureux du hip-hop, du bon rap. En aucun cas, Kevin et Melissa qui veulent s'ambiancer quand ils font un apéro dans le salon ou un barbecue sur la plage de Roll. Et donc, est-ce qu'on quitte pas un peu le... Donc, c'est pas forcément pour les mecs de leur streets, parce qu'au final,
genre, ils vendent, à mon avis, les disques, ils les vendent, c'est worldwide, quoi. C'est les worldwide, commandes, clairement, maintenant, via ça- le net, puis ça n'a jamais été les mecs de la street qui achetaient des disques. Voilà, c'est ça. Si t'es dans la street, tu copes le bootleg au coin de la rue, ou alors même pas, tu dépenses ton argent dans la musique. Tu fais de l'argent quand t'es dans la Mais ces street. mecs, ils font même pas de tournée. Hein, Mais il y a beaucoup de mecs qui ont le bracelet, qui ont pas de passeport. C'est une scène quand même qui est de mecs qui sont très axés, qui sont dans la rue. Beaucoup de mecs viennent du milieu de vente de la dope. En tout cas, c'est ce qui en ressort quand tu écoutes les lyrics. Yeah, hold the fuck up. Et s'ils se font pas mettre à l'amende et puis qu'ils collaborent et tout ça avec tous entre eux, c'est que tu dis il y a un certain côté legit. Il peut pas raconter toute cette merde et puis si c'est une vie qui s'invente. Donc de toute façon, on le voit bien au travers des visuels et tout ça, les crews. C'est rarement des ovnis qui débarquent de nulle part, qui s'inventent une vie de Pablo Escobar et tout ça. Tu sais que les mecs d'où ils viennent, ce qu'ils rap, je veux dire, Conway en est la preuve. Et puis tu vois que les mecs disparaissent, partent, font des bids et tout ça. C'est très street orientated. Et puis ces mecs-là peuvent pas voyager. On me demandait il y a quelques... Je sais pas, il y a un an ou deux, pourquoi est-ce qu'ils venaient jamais faire des concerts ici en Europe alors qu'ils auraient du succès. Les mecs n'ont pas le droit de prendre l'avion, ils n'ont pas le droit de quitter le territoire. Sauf Quand t'es West- sauf récidiviste, West que t'as Side été- Gun. Non. West Side Gun, il s'est retrouvé au défilé Louis Vuitton à Paris l'année passée. Bah, il y a eu avoir un réel effort, parce que normalement, quand tu as été chez les Feds, tu n'as plus le droit de quitter le Il y a territoire. Freddie Gibbs qui a fait une petite tournée aussi. il y a Ouais, pas ça longtemps. lui a apporté On une l'avait sacrée vu. chance en Autriche. Il était venu à la Gravière à Genève, là, et pour l'histoire, il y avait un match de foot assez important, et du coup, en fait, quand il est arrivé, il y avait le rendez-vous de tous les flics, parce que la Gravière, c'est juste à côté du poste principal de police de la ville, et en fait, il y avait genre, mais je sais pas combien de Kiss Day, et c'est là où il est arrivé, il les a vus, ça l'a mis en tension pendant tout son concert, il disait « fuck the police » à la fin de chaque morceau, et c'était juste avant que cette affaire éclate. J'ai lu récemment des mecs qui parlaient d'un concert, je sais plus où ça se trouvait, mais c'était pas à Genève, où il disait qu'il a eu de la peine à accrocher son public parce qu'ils l'ont regardé comme un évenu. Ils n'ont pas compris pourquoi pendant tout le long, il était en train d'insulter les juifs et de se révolter. Il avait la même attitude lors de ce concert et les gens n'ont pas capté son délire. Il est venu rapper ou il est venu faire une manif? Ouais, c'était un mood. Mais en tout cas, c'était impressionnant. Il avait brûlé le truc et il avait donné un show Non, mais malade. Freddy, quoi. C'est un il est tueur, incroyable. c'est un tueur, Freddy, Freddy. c'est vraiment incroyable. Mais pour moi, il se démarque un peu quand même aussi par rapport à toute la mouvance, parce qu'il a ce côté maintenant où ça fait 3 années de suite qu'il sort ce qu'on appelle l'album de l'année. Là, il est nominé aux Grammys. Et le fait qu'il ait à la fois un pied dans la mouvance en termes de son, mais un autre pied avec Alchemist et puis son indépendance d'image aussi. Bon, là, il vient de se faire bannir d'Instagram. Et puis, il est tellement autodérisionnel. Il a C'était un mourir des de meilleurs rire. comptes à Ses suivre. stories, pour ceux qui ne sont pas avertis, C'était un des meilleurs. si vous voulez aller voir des Instagram stories qui sont meilleurs que le cornflakes le matin, il faut aller voir celui de Freddie Gibbs. Mais malheureusement, il s'est fait bannir, donc il faut aller voir son Twitter maintenant. Mais pour revenir au truc du public, je pense que toi, Nick, tu as décrit un peu le public type d'un point de vue de ceux qui kiffent vraiment le rap. Mais le fait qu'il y ait des bots qui viennent rafler toutes leurs sorties, ça veut dire aussi que tu as des fuckboys Supreme Kids qui s'intéressent aussi à ça pour la revente. Totalement. Mais donc tu as des petits jeunes qui sont dans la hype, qui achètent ça et puis qui revendent ça, donc de nouveau au public un peu plus âgé, ou comment ça se passe? Bah, c'est petit, c'est clairement pas pour écouter, c'est pour capitaliser sur le fait qu'il n'y a pas assez de produits. En fait, s'ils intervenaient pas lors des releases, il y aurait assez de produits pour la demande, parce que les labels, ils sont pas cons. Si un label, il sait que tel artiste, il est capable de vendre 5000 scuds, il va presser 5000 disques. Tous ces labels, ils pressent en général, à part les artistes exceptionnels comme Griselda, où il y a un peu plus de demandes, tout ce que moi je pécho, c'est pressé à 1000 exemplaires à peu près. Ok. Et puis, afin d'élever ça au rang un petit peu de pièces limitées, uniques, ils vont décomposer ça en 4-5 différentes pressages. Coloré, OBI. Est-ce que vous avez déjà pécho, je sais pas, à l'époque, des albums ou des trucs qui venaient du Japon? Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une bande sur le côté. Ouais, bien sûr. Quand tu avais ça dans les mains, tu avais l'impression d'avoir un truc exceptionnel, le pressage japonais et tout ça. Les mecs, on en est tellement au stade de, on va marketer le produit comme étant un produit rare, qu'il y a un mec un jour d'un de ces labels, je crois que c'est Dope au début, qui s'est dit pourquoi on mettrait pas un OBI japonais sur le côté pour faire comme si c'était la version Japs, hyper dur à choper.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est la tendance sur tous ces projets. Il y a pressé à 80 exemplaires au lieu de 200 comme les autres vinyles de couleur. Tu as la version OBI qui coûte 50-60 $, que tout le monde s'arrache. Et puis après, tu as la version noire, 30 $. Et puis 35 $, tu as la version pressage de disque de couleur avec un petit artwork à l'intérieur. Et puis si tu combines ces 4-5 versions différentes, c'est 1000 disques. Et ces 1000 disques, ils se vendraient normalement s'il n'y avait pas des mecs qui capitalisaient dessus pour les cliquer et les rafler d'un seul coup. C'est pas le cas de tous les artistes, mais il y en a certains qui sont plus cotés de d'autres. Et puis il y a des mecs qui prennent tout de suite pour les remettre derrière sur le black market. Very impressive. Parce que tu fais des sous avec Mais de eBay, nouveau, Discogs. ils ont emboîté le pas sur un truc que le Who avait fait avec cet album exactement. unique. Donc unique vraiment au Ouais. sens propre du terme, parce qu'ils avaient sorti qu'une version que l'autre enfoiré, là, comment il s'appelle, Shkreli, comment il s'appelle, Shkreli, l'autre enflure, là. Martin. Martin, Martin le salaud, qui a fait de la tôle, avait chopé. Mais donc, de nouveau, cette approche de... Alors là, on peut parler de marketing. Parce que là, c'est vraiment, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'au niveau sonorité, ça commençait à prendre, qu'il y avait un engouement autour de ça, les mecs, ils ont compris qu'il y avait aussi une formule marketing à adopter. Et puis, de designer les produits comme des produits d'art, de faire... comme tu dis, ces releases limités avec différentes couleurs, la beauté du produit. Je veux dire, là, on était en train de feuilleter avec Thibaut les disques que Nick avait rapportés, qui s'étaient achetés au niveau de la collection. Et vraiment, tu vois, quand tu tiens le truc dans la main, il y a une texture au niveau du carton, il y a de la couleur, il y a un artwork qui est vraiment, je dirais, ouais, c'est des œuvres d'art, c'est des peintures, il y a un côté un peu gothique, il y a un côté un peu gangster, il y a un côté un peu sale. Et tout ça mis ensemble, ça... Les disques sont beaucoup plus demandés que les CD. Et les tapes aussi, tu disais aussi. Les tapes sont hyper demandés, parce qu'il n'y a Ouais. pas beaucoup de pressage. Mais les disques sont plus demandés que les CD. Il y a rarement de sold out en CD. Toi, tu disais que tu remarquais qu'il y avait pas mal. Donc, les artistes qui font les covers sont souvent. C'est une liste d'artistes aussi. Ouais. Et donc, là, on est dans le visuel, on est dans l'œuvre d'art. Et c'est ça aussi la force de cette renaissance. Et en plus, c'est marrant, on parle de renaissance. Il y a beaucoup de fours qui ont un lien aussi avec même la religion, on le ressent. Comment c'est mis en place, ça, tu sais? C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, tu peux sortir le meilleur scud, tu le sors en black label, sans four, il a aucun impact en matière de vente et de ce que les gars recherchent au niveau de la collection. Et... le premier à avoir su exploiter ça, parce qu'il avait déjà une affinité avec tout ce qui était artistique et puis les collections de tableaux et ce genre de choses, c'est Wes Saigon, qui est arrivé sur le marché avec des couvertures, avec les séries Hitler's Werther Smith, qui étaient hyper controversées. Alors attends, tu peux juste parler de ces séries-là? Yes. Est-ce qu'on peut juste prendre une capsule là? Ouais, à fond. Il s'est passé quoi? C'est quoi le délire? Le gars a décidé de faire un twist de Devil Wears Prada. Et il a dit pourquoi on ne me connaît pas. J'ai un nom qui ne résonne pas. Buffalo, elle n'existe pas sur la carte. On n'a jamais sorti un artiste de là-bas. Si je veux maintenant arriver dans le game et faire parler de moi, le contenu, je l'ai. Les morceaux, ils sont là. On sait ce qu'on vaut et tout ça. Mais maintenant, si je veux qu'on parle de moi, il faut arriver avec une controverse. Il faut arriver avec quelque chose qui claque. Et le fait d'utiliser pas l'iconographie, mais les images d'Hitler sur une couve de disque, sans que ce soit réellement expliqué, parce qu'il n'y a pas de texte, il y a juste... Ouais, ça aussi, tu disais, genre, il n'y a même plus le nom de l'artiste. Plus. Mais tu vois, comme des graphistes peuvent influencer l'artwork, la direction dans laquelle on va. Vous vous rappelez de Pixel, ou comment ils s'appelaient ces mecs de Down South, qui faisaient tout le même genre, et que c'était devenu la tendance pour les couves d'albums à l'époque. Aussi dans les années 90, chaque four d'album, si tu voyais pas le groupe, t'étais perdu. Ça faisait partie du truc. Il fallait une photo de pied des mecs. Lui est arrivé. C'est super intéressant parce que derrière toi, il y a un mur de disques et on est entièrement d'accord sur tout ce que tu dis. Et on remarque Jeza, on remarque Enter the Wu-Tang. Qui arrive différemment. Et voilà. Ouais. Donc c'est vraiment, en fait, c'est tellement des précurseurs. Ouais. On sample ailleurs que dans le répertoire traditionnel, avec toutes les loupes de films de kung-fu et tout ça. Visuellement, on arrive différent. On se montre pas. On est tous cachés sous des masques et tout ça. Personne ne sait qui c'est. On crée le mystère. Et c'est ça que ces mecs font. Tu les vois pas.
Tu vois pas à quoi ils ressemblent. Et quand tu les vois, ils ont un masque sur la gueule. C'est complètement... On crée... Laisse le son parler. Mais pour que les gens s'y intéressent, associons le visuel du disque qui soit tellement impactful que les gens aient envie d'avoir le disque et pas simplement de streamer l'album. Et il y a un truc qui est assez fou, c'est que ça a choqué. Au States, ça n'a pas choqué, ça n'a pas fait de West Side Gun le Dieudonné. Je crois pas qu'ils ont la lycra qui est aussi violente. Il y a une liberté d'expression aux States qui est quand même beaucoup plus large. Et puis je sais même pas à quel moment c'est arrivé dans les mains de ces gars en place qui auraient pu faire quelque chose. Parce qu'imagine, Hitler portait du Yves Saint Laurent, genre. Et puis c'est en un France, rappeur d'ici qui sort ça. Impossible. Mais il y a eu quand même de la controverse, il y a eu du backlash par rapport à ces covers, non? Ben oui, mais regarde le merch, il fait T'as vu les hoodies où c'est écrit en arabe derrière 187. Imagine aux States te balader avec ça. Ouais. Alors qu'on est en pleine complète parano du terrorisme Islamique. extrémiste et tout ça. Donc, il n'en a rien à foutre. Je ne sais pas à quel point ils ont été attaqués en vérité. On leur a mis des bâtons dans les roues. Ils ne sont pas tous autant controversés. Il n'y a que lui qui joue avec l'icône. Lui et Conway un peu. Vous avez vu une fourre là avec Ben Laden et différents trucs. Les autres, ils sont plus axés. Il y a toute une partie de covers qui sont pas mal axés iconographie religieuse. Comme si tu avais une putain de pièce qui... C'est tellement mystique et mystérieux qu'il faut écouter le disque pour comprendre de quoi ça parle. Parce que la fourre ne te donne pas d'indice sur qu'est-ce que ça peut être. Les mecs mettent en avant un truc religieux, orthodoxe, une image de 1800 de la Russie, et puis dedans, ils sont musulmans, et puis ils parlent que de vendre de la dope et tirer sur des mecs. C'est une totale contradiction. Mais ça crée un intérêt, et visuellement, ça le fait. Et puis il y a d'autres artistes, comme il y a un mec qui s'appelle Seb, qui fait beaucoup de covers pour... tout le label Air Vinyl, et puis qui a fait beaucoup de Benny the Butcher et tout ça. Et puis c'est plus des visuels travaillés avec un ordi et du digital. Et ils te sortent des pièces aussi, tu as envie d'en avoir un tableau. Et il y a un autre mec qui s'appelle Isaac Pelayo, qui fait toutes les covers de West Side Gun, où tu vois les smiles, où tu vois les trucs travaillés. Ce mec fait des tableaux et vend ça à un prix... Il a à peine 19 ans, puis il est en train de se faire des couilles en or parce qu'il y a une réelle demande maintenant. Grâce à Westside qui a mis en avant ces tableaux. Vous voyez tous les mecs où on voit les trois l'œil au milieu du front. C'est ce gars-là qui fait ça. Il a 19 ans. Ouais, il est jeune, il a la vingtaine. T'as Squad Deadface, l'autre où on a vu voilà ce que fait... Moi, je vous montrerai après, mais un autre mec, un artiste, un graffeur qui est un Australien d'ailleurs. Tu sais pas, les mecs se connectent via le monde Internet. Aujourd'hui, tout le monde est relié et ça va très vite. Et puis... quand tu fais un artwork qui plaît, eh ben les artistes t'approchent, te demandent fais-moi ma couve. La dernière, elle a tué. Et ils sont quelques-uns à s'occuper des artworks, justement. Et c'est des très très beaux disques, mais c'est plus mentionné le nom de l'artiste. La seule chose que tu vois, c'est le Parental Advisory, le stick. Et puis derrière, tu as un peu plus d'infos. Mais j'ai des disques pressés où tu n'as même pas le nom des chansons sur les pads. Ils n'en ont plus rien à battre. Donc avant, on disait que ça allait pas venir concurrencer forcément la trappe, mais c'est quelque chose de parallèle, mais c'est quand même en train de prendre de l'espace. Et puis quand tu vas sur les blogs spécialisés, on parle presque autant aujourd'hui des sorties de West Side Gun et de Conway the Machine qu'on parle des sorties un peu plus, tendance au niveau pop et trap actuel. Donc vous pensez vraiment que ça va pas concurrencer? Je veux dire, parce qu'à un moment donné, non, cette trappe, elle va mourir, non? Non, je le vois que c'est les seuls à avoir réussi à être à faire ce crossover et à être plus populaire. Ouais. Et qui a cet engouement autour d'eux. Mais c'est le seul crew. Les autres qui font du bruit dans l'underground ne passent pas ce stade. C'est eux et Freddie Gibbs, en fait. Ouais. Les Al Divino, les Danielson, les Crime Apple et tout ça, qui sont des disques qui sont sold out quand ils sortent. Ils sont demandés, ils sont durs à pécho. Mais aucun a l'impact que ces mecs de Buffalo ont, parce qu'ils sont arrivés avec un tel swag et puis un contenu. La musique est bonne, il n'y a pas à discuter, quoi. J'aimerais juste qu'on revienne sur un truc, parce que ça a été mentionné, mais... Donc, Eminem kiffe ce son et propose de les signer sur leur projet. Là, on va parler de Griselda, ok? Il y a un album qui sort. Ouais, je crois un album de Conway, un album de Westside sur le label, et puis un album commun. Ouais, l'album commun de Griselda. Et en plus, ça passe quand même un cap, parce que cet album commun, il est référencé partout.
Il y a le morceau avec 50. Enfin, vraiment, c'est un truc qui les propulse encore plus haut que ceux qui kiffent le rap et qui les suivaient. Ouais, dans le mais sens qu'ils gagnent quand même beaucoup. Alors, Oui. il y a même un morceau avec Eminem, je crois, et c'est Ouais. quand même assez bankable. Mais de là, Eminem n'a pas su... Enfin, le label Slim Shady n'a pas su proposer une suite intéressante pour ces gars, mieux que ce qu'ils font en direct. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont, à mon avis, ils n'ont pas voulu modifier leur sonorité. Et puis, ce qu'il faut remarquer, c'est que ces albums qui sont sortis sous Shady Records, ils n'ont pas été pressés en vinyle. Comme s'ils ne s'adressaient pas au même public. Toute la communauté qui Intéressant. suit ces mecs et qui veulent acheter ces disques disent « Putain, mais vous nous avez fait un album et vous ne l'avez pas pressé. Pourquoi vous ne sortez pas de physique ?» Intéressant. Ça reste un bon album. C'est comme s'ils avaient dit, on essaye, on va voir qu'est-ce que tu peux nous apporter. On va faire des albums, on les propose sur les plateformes en stream. Finalement, on ne stream pas plus avec vous qu'on le ferait sans vous. Le contrat, on vous le rend. On n'a pas besoin de vous. On se débrouille très bien tout seul. Ouais, il y a eu, bon, on peut pas parler de bif, mais il y a eu un petit échauffouré là, vers la Ça, fin je du sais pas contrat. te dire. Je sais pas te dire ce J'ai qui vu s'est un passé petit en article interne. l'autre jour qui disait que... Enfin bon, c'était pas qu'il y avait une animosité extrême de la part de Westside, mais en fait, ouais, c'est ce que tu dis, c'est que c'est genre, ok, c'était cool, mais bon, maintenant, on n'a pas besoin de vous, nous, on va de notre propre chemin, quoi. Ils ont créé un culte. Ils ont une fanbase qui est tellement dédiée à les suivre et à acheter physiquement tous les disques qui sortent que les mecs n'ont pas besoin de plus. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur un truc que j'ai dit, que ça n'a pas été pris en compte et ça me vénère un peu. T'as le somme? Ouais, j'ai le somme là. Ok. J'ai dit que Louis putain de Vuitton a payé un billet à West Side Gun pour qu'il soit présent à la Fashion Week de Paris, ce qui représente genre la hype de la hype de la hype. Comment ça se fait qu'ils sont allés chercher ce gars-là? Parce que le mec est clairement dans le fly apparel, comme Ghost l'était à l'époque ou Kappa. La SAP, elle est importante, l'image que tu véhicules. Si demain, il a un modèle Balenciaga, un pull ou une stove sur une couve d'album ou un de ses posts, il a quand même tellement de followers que le modèle, il s'arrache tout de suite. Il est sold out directement. Parce que le mec influence les gens quand même. Donc Yves Saint Laurent aille chercher le mec en ayant... déjà parce qu'il s'intéresse à la mode, il s'intéresse au milieu de l'art, et puis hypothétiquement, est-ce que le mec va s'intéresser à la marque et commencer à rock des modèles d'Yves Saint Laurent et puis générer... Louis Vuitton pour LV, le alors, cas, voilà. mais c'est Ok. ça, ouais. On est d'accord. Mais tu vois qu'il n'est pas sur une marque en particulier. Il peut avoir un hoodie Chanel, il peut avoir du Hermès. Balenciaga, Hermès. Il touche au monde de la haute couture. Ouais. Donc est-ce que... Ok, mais on se rend compte à quel point c'est absurde parce que ces gars, ils sont hyper... genre, tout doit être très correct, politiquement correct. Et Tu dis Ils les marques invitent- de luxe, ouais. ouais, les marques de luxe. Et du coup, ils réduisent à néant tous les textes de West Side Gun. Lui, il en profite bien. Ouais. Et je trouve que c'est stylé qu'il s'y retrouve. Mais en réalité, c'est d'une incohérence, mais totale. Genre, C'est un coup, ils essayent, je sais pas. Dans les brainstorming, dans les bureaux, il y a sûrement la moitié qui disent non, c'est une connerie, c'est trop risqué. Et l'autre qui dit c'est un coup de génie, allons-y. ouais. Vous vous rappelez à quel point Ellie Hansen ou Tommy ou Ralph Lauren essayaient de se séparer. Lacoste l'a fait aussi avec Arsenic. On ne veut pas être associé à l'image que ces mecs véhiculent. Et aujourd'hui, ces marques-là, ils ont bien compris que la rue achète la haute couture. Donc, quelqu'un qui est capable d'influencer la rue peut être le porte-parole de ta marque. Ou même Gucci qui a été chercher Dapperdan 40 ans après, quoi. Et en lui ayant mis des bâtons dans les roues et fait fermer ses magasins et lui ayant cassé les couilles pendant 20 piges, quoi. Mais moi, je pense que ça a aussi un lien avec toute cette vague de boys Ouais. dont on a parlé tout à l'heure, qui sont dans la Supreme, dans la hype fashion, qui font que, tu vois, ils sont connectés quelque part avec Ouais, les Louis mais Vuitton de ce monde. Il y a Et aussi... ils leur disent, ces mecs-là, ils ont une capacité Voilà. d'influence. Et il y a aussi dans les bureaux, au marketing, au digital et tout ça, un nouveau démographique dans ces grandes marques. Ouais. Alors que c'était beaucoup plus traditionnel à 20 piges. Tu sortais de l'école de couture et puis tu avais été un bon étudiantin pendant toute ta carrière, machin. Aujourd'hui, ils ont des gars issus de différents milieux, différentes cultures.
l'impact du streetwear, de la rue, du hip-hop en général, de la culture aujourd'hui est beaucoup plus important qu'à Ah ouais, l'époque. parce que Donc dis-toi que dans ces bureaux, il y a des mecs qui ont grandi avec le rap. parce que c'est qui? C'est Virgil Abloh, hein, maintenant, LV, non? Ou je me trompe? Virgil Abloh, il est chez qui? Ouais, c'est ça, je crois. Je sais pas te En dire. tout cas, il était pas. Virgil En tout cas, il Abloh, est passé. parce Ça, que c'est voilà. sûr. Ça, c'est Il y a sûr. aussi, comme tu dis, non seulement changement de démographie, mais changement aussi de diversité culturelle. Ouais. Tu vois, on met maintenant à la tête de la direction artistique chez LV, on met des mecs comme Virgil Abloh qui est connecté avec tout ce milieu, et puis voilà, il va faire fleurir un petit peu cette communauté qui a historiquement souffert chez ces marques-là. Regarde ce qu'a fait Ralph Lauren avec Thurston Hall. Vous voyez qui est Thurston? Les low life dans les années 90. Ah, oui, bien oui, sûr, oui, c'est vrai. ouais, c'est Voilà. clair. Donc l'ennemi public numéro 1 des jeunes kids de Brooklyn, de Marcus Garvey, qui montait à Bloomingdale sur la 42e et qui arrachait vraiment du boosting, qui rentrait dans les magasins et qui arrachait tout. Ils étaient sapés Ralph Lauren des pieds à la tête. Low life. Ouais. Ouais, vraiment. La dernière campagne Ralph Lauren, ils sont allés chercher Thurston Hall, qui est l'étendard, le porte-parole du gang des Low Life, pour le mettre en Ralph Lauren des pieds à la tête et puis poser à côté des modèles très colorés d'ailleurs et qui touchent à tout. Ouais. Mais ils sont allés chercher l'ennemi, l'antéchrist, leur ennemi numéro 1, et ils l'ont mis dans une campagne de pub. Pour te dire que les codes aujourd'hui, du moment que ça fait le buzz, On prend. ouais. Ok. Pour conclure, on peut parler un petit peu des labels. Quels sont les labels qui dominent un petit peu ce mouvement Fly Shit, ce mouvement Il n'y a plus vraiment de underground rap? distribution aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était Fat Beats qui t'amenait les galettes chez tes marchands de disques, où tu pouvais commander directement sur le net. Aujourd'hui, il te suffit d'avoir Rasta. Tu suis quelques labels, tu vois tous les releases avant qu'ils arrivent. Quand ils sont mis online, tu peux acheter directement. Il y a évidemment notre pote JD ici à Genève qui a accès à pas mal de disques. C'est moi, il y a encore peut-être 2-3 ans, qui lui dit intéresse-toi à ce label-là, contacte-les, regarde si tu peux choper des scuds. Moi, j'achetais pas de disques sur le net, j'avais pas de carte. J'ai toujours acheté en physique chez mon disquaire. Et puis aujourd'hui, il est content qu'il y ait toute cette scène parce que ça lui ramène du monde et quand il reçoit les colis de ces labels, il y a du monde qui vient au magasin. Ouais. Mais sinon, tu peux acheter et il y a Folk Rap qui est très bien, il y a Copenhagen Crates, il y a Tough Gong, les Italiens, qui ont un très bon catalogue. Comment ça, tu cites Copenhague, les Italiens, tu parles que des... C'est quoi? Parce que ces artistes Quinry, ils n'ont plus de pressing plant de vinyle aux États-Unis, ou très peu. Ce qui fait, donc ils se sont associés avec des labels. Aujourd'hui, le label, il a un rôle plus de factory, de presser un disque et de le mettre online et de faire la distribution. C'est plus un label à proprement parler qui t'accorde un budget et qui va produire ton disque. Les artistes, ils arrivent avec un produit qui est fini. Ils disent, OK, voilà ce que j'ai sous la main, quel est le deal? Ouais, des licences. Des licences. Ah, tu as ok. très bien distribué mon disque la dernière fois, il n'y a pas eu d'accroche. On remet ça, ou bien non, tu ne me donnes pas assez, je vais voir l'autre. Donc on voit des artistes pressés un coup sur un label, un coup sur un autre label, mais ces labels, ils sont 4 ou 5. Griselda travaille avec Dope Records. Dope Records, justement, avec tout l'engouement qu'il y a avec, c'est très dur de choper tous les releases parce qu'il y a les bots et puis c'est très sold out très vite. Donc Dope, D-A-U-P-E, et Yes. pas D-O-P-E. Exactement. T'as Air Vinyl, qui est le label de 38 Spech, associé avec un mec en Allemagne. Le pressing, il est en Allemagne. Quand tu achètes les disques, ils sont envoyés d'Allemagne. Mais eux, il faut se méfier parce qu'ils sont sur la piste descendante. Ils mettent toutes leurs sorties en pre-order. Et puis, des fois, ça met des mois. Ils ne reçoivent pas le scud. Je pense qu'ils ont des problèmes financiers. Ce n'est pas tout à fait au point leur business plan. T'as un Belge non, des Allemands. Copenhagen Crates et Folk Rap qui ont un très bon roster aussi, qui sortent des très bonnes sorties. Folk Rap. Ouais, Folk Rap. T'as Wave God Music, qui sont les Canadiens. Alors ça, c'est très bien parce que tout ce qui sort là-bas, c'est free shipping worldwide. Et puis, tu es sûr d'avoir ton matos, c'est envoyé, c'est efficace. Coca Reef, The Rap Winkle aussi, des Danois ou des Allemands, ou peut-être des Hollandais. Et ces mecs sont basés en Europe. Quand tu parles sur Instagram en DM avec le mec, c'est le patron du label. En général, c'est des one-man operation. Et ils te sortent 3-4 projets par mois. Et c'est les artistes, c'est eux qui approchent les artistes ou vice-versa. Et ils disent, voilà ce que j'ai sous le coude, on le sort chez vous, on presse 500, on presse 1000. Et puis, c'est comme ça tous les mois. Et si tu suis ces quelques labels sur Instagram, tu peux cop une dizaine d'albums de qualité tous les mois sans aucun problème.
Et Excellent. ils sont tous distribués via la plateforme Instagram, tous ces labels dont on parle, tous ces artistes. Bon, ce que je propose, c'est que Nick et Spectre, ils vont nous concocter une super playlist qu'on mettra sur Très volontiers. Spotify en disponibilité sous les comptes de Spot. Qu'est-ce Ouais. que t'en penses, Thibaut? Ouais, je trouve ça super intéressant et je pense qu'on pourrait faire une liste aussi de labels et tout ça qui soient disponibles à la sortie du podcast. À fond. Ouais, On peut qu'encourager aussi les gens de la région à passer chez JD parce qu'on le cite souvent et c'est Vinyl Résistance et c'est vrai que c'est une caverne remplie de disques et il y a qualité, des il y a disques de tout le rap qualité. depuis 30 ans. Donc, Il a le plus gros stock de toute l'Europe, voilà. clairement. Et On si est- ce n'est en matière de rap, il est réellement dans le top 5 de ce qui peut se faire dans le monde en matière de stock. Réellement. Les gens ne se rendent pas compte, mais tu ramènes un Quinry qui est habitué à diguer chez JD, il est sur les rotules. Ouais, ça a été fait avec DJ Spina, Ouais, ça a ouais. été fait avec Lord Finesse, et si je me trompe pas. Oui, absolument. Et il tirait, il disait tous à peu près la même chose, non? Il dirait un peu... Ouais, non, mais moi, j'étais avec Spina quand il est rentré chez JD et il avait la tête qui tournait, comme on dit, comme un headless chicken, quoi. Dire, c'était assez impressionnant et l'autre Finesse aussi. Bon, malheureusement, quand Large Professor était venu, JD était fermé. Et pareil pour Bobito et Stretch, il était fermé. Mais donc, juste pour terminer... Si... Ah, attends, Non, excuse-moi. quoi, non Encore un truc. Hein, quoi On parle, tu sais, on parle en français, ok? Ok. Il y a le rap français. Est-ce que tu vois un fly nouveau shit. style en France qui est en train de Un se fly shit développer, movement. un fly shit movement en France? Non, je vois... Si, enfin, oui et non. J'ai vu un mec dont l'ambiance, récemment, là, qui s'appelle comment, Benjamin Epps, Ouais. qui fait réellement penser à ce que fait West Side Gun, tout ça. J'ai pas été sur le cul parce qu'en matière de texte, et puis c'est assez basique, c'est une entrée en matière sympathique, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Il y a toute une scène boom bap en France, par contre, qui est très effective et qui est là. On en parlera la prochaine fois. Ouais, il y a je une crois. scène en Suisse aussi, boom bap, avec les mecs de Bienne. Il y a votre scène à vous, qui est plus orientée trap. Mais il y a réellement... en France, ça reste une petite partie, mais avec les Danny Dan et tout ça, il y a quand même une culture qui est restée et qui continue. All Quinry, ces mecs sont toujours actifs. Et il y a, on va encore citer DJ Duke, paix à son âme, mais il avait produit une vague de 3 maxi avec Benny, avec Danielson. Conway. Ouais. Et il y a un feat Conway à Kenaton, enfin genre des trucs C'est vrai, improbables en ouais. 2015. Ouais. Et c'était donc en 2015. Et là, il a produit l'année dernière un maxi EP avec Danielson, justement, de Toronto. Donc, Allez, Duke, écoutez ces mecs-là, c'est ouais. du très très lourd. Brown Bag Money. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Non, moi, ce que je voulais te demander pour terminer, c'est s'il y avait un projet 2020 à recommander en fly shit, pour toi, Spectre, ce serait quoi? Il y en a tellement que c'est hyper dur à dire. Mais celui que tu as saigné le plus en 2020, c'est quoi? L'artiste que j'ai le plus saigné, je pense, c'est quand même Danielson et puis Conway the Machine. Je pense que c'est les deux artistes, mais finalement, tout ce qu'ils font, parce que, comme il dit, ils sont tellement prolifiques, ils sortent tellement de trucs. Ouais, faut aller sur leur Spotify et autres, puis écouter ce qu'ils font. Et puis, il y a tellement rien à acheter. Enfin, tous leurs projets sont bons. Flea Lord aussi, qui sort. Allez écouter Pray for the Evil de Flea Lord et Me Fox. Très très bon album. C'est celui que tu as saigné le plus ou tu en as un autre que tu as saigné le plus? Non, moi j'ai saigné beaucoup Crime Apple, Wet Dirt avec DJ Skis. Ok. Et toi, Omar? Moi, je suis plus dans ce qui est un petit peu plus connu là-dessus. Moi, j'ai beaucoup saigné Alfredo de Freddie Gibbs. Vraiment bien saigné, même. Avec Alchemist. Avec produit par Alchemist, qui a eu une nomination Grammy. Exactement, qui est donc faut le mettre en avant, ça. Qui est incroyable. Ouais. Mais pour moi, c'est pas l'album de l'année, par contre. Non. Je l'ai parmi tous mes CD, et puis Non. c'est un qui passe à peu près inaperçu par rapport aux autres, en matière de prod et tout ça. Ok. Moi, je pourrais que conseiller aux gens d'aller écouter Fly Sifu. C'est pas vraiment cette vibe-là, mais il y a aussi... c'est beaucoup de samples aussi. Et je suis assez fan de l'artiste. Et enfin, des deux, quoi. Franchement, c'est du lourd. Donc, Vous ça voulez un d'abord ça. condensé qui ramène toute cette scène en même temps dans une mad sci-fi. Si Tony Touch avait fait 50 MCs en 2020, version Fly Shit, vous allez écouter Big Ghost, Carpe Noctem.
Ok. Ok. Toute Bon, la scène dont on vient de parler, réunis ensemble dans un studio pendant 3 jours, et on envoie les beats les plus démoniaques les uns que les autres, des lyrics de fou, du lourd du début à la fin. Et ils sont tous là, les mecs dont on vient de discuter. Carpe Noctem. On mettra le lien qui accompagnera le lien vers le 2e épisode de fucking Rap Science. Hell yeah. Voilà. Ça, c'est Yeah. pour une fin à la West Side qui était assez ratée, je crois. C'est Pierrot qui fait ça bien, mec. Il aurait dû être là, rien que. Ouais, je rien sais que pas pour bien proposer faire West ça. Side, moi, encore. Ok, yes. Excellent, les mecs. Merci. Hein. Merci. Franchement, Ouais, de rien. c'est lourd. C'est lourd. Peace. Peace. Boom, 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 boom. Hey, yo. Rap Science.